Pardon. Les paniers sauvages. Oui, mais il a été domestiqué puisqu'il a pu être domestiqué. Donc j'ai repris des chiffres de la Fondation Sommaire. En 2013, c'est surtout le chien qui a été associé à des projets, puis suit le cheval de très près, puis les animaux de la ferme, les ânes en 5e position, le chat, vous voyez, 1%, et le lama. Voilà, vous voyez, c'est surtout le chien et le cheval quand même, hein, les équidés. Alors, Alain Weiss, vétérinaire et comportementaliste médiateur, voilà, dit que finalement, les critères qui autorisent les animaux à intervenir en médiation animale sont très variables et peu objectifs. Donc, pour effectivement, après d'enfants qui bougent beaucoup, on va préférer un chien calme qui va être posé. Pourquoi justement, si le chien lui aussi est agité, du coup il renvoie de l'agitation à l'enfant qui est déjà agité, ça fait miroir, et finalement c'est compliqué aussi pour travailler. Après, avec des enfants par exemple qui vont être, alors lui pas un enfant découvert, mais des enfants polyhandicapés où on va avoir besoin d'un chien qui va stimuler, qui va aller vers, voilà, qui va vraiment chercher l'interaction. Donc ça, c'est en fonction de la population avec laquelle on va travailler, on va chercher un tempérament et un caractère de l'animal. Toutefois, le point commun, il le rappelle, c'est la sécurité de leur intervention et le bien-être. Ça, c'est deux points essentiels. C'est-à-dire qu'on doit intervenir en toute sécurité et on doit faire très attention au bien-être de l'animal. En toute sécurité, parce qu'il ne faut pas que l'animal saute sur la personne, la fasse tomber, la griffe, la mordille. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais, certes, il faut des animaux parfois qui stimulent, mais quand même des animaux qui sont stables au niveau comportemental et qui sont prévisibles. Juste une petite citation de Jean-Claude Barré, qui est éthologue. Penser à agir chien, cheval, oiseau, chat, lapin ou cochon d'Inde n'est pas toujours facile, mais c'est la seule voie permettant de pénétrer dans un monde animal cohérent, en évitant autant qu'il se peut les dérives. La marge était droite entre un humanisme bien assumé et un égocentrisme à la limite de l'esclavagisme. Voilà, donc avant de travailler avec un chien, un cheval, on se forme en éthologie. On pense cheval, on pense chien, on connaît leur monde sensoriel. On sait que le sens de référence du chien et du cheval, c'est pas la vue comme l'humain, c'est l'odorat. C'est une considération qu'il faut prendre en compte quand on met le chien dans une situation. Donc tous ces éléments-là sont à penser. Il faut vraiment, voilà. Oui, parce qu'il y a une maladie ou une odeur sur la peau. Oui, c'est vrai. Oui. Mais c'est vrai que la façon dont on va vivre une situation, un événement, va être complètement différent pour nous que pour l'animal en fait. Parce que nos sens de référence et notre monde sensoriel est complètement différent. Donc si on n'a pas un minimum de connaissances sur le monde sensoriel du chien, du cheval, du chat, c'est compliqué même si on ne pourra jamais tout savoir et jamais se mettre à sa place complètement, c'est important pour son bien-être qu'on ait une connaissance approfondie. Parce que cette pratique-là, c'est pour le mieux-être de l'homme, mais c'est pas au détriment de l'animal. Moi, j'insiste beaucoup. Et j'entends souvent des collègues qui disent « Ah oui, mais à trop se centrer sur l'animal, on oublie qu'on est là pour l'humain. » Pas du tout, justement. Mieux enfin, on est vraiment, voilà, pour moi, c'est l'animal et l'humain sont une relation symétrique. Et du coup, prendre en compte l'animal comme un être en interaction, un être singulier, et prendre soin de lui dans cette pratique-là, ça ne peut qu'être bénéfique pour le travail que l'on fait avec nos bénéficiaires. Donc penser au bien-être animal et passer du temps sur le bien-être animal, pour moi, c'est pas me préoccuper moins de mes patients, pas du tout. Donc comme je vous disais, c'est un être sensible, l'animal, il doit être considéré comme un être sensible, singulier et interactionnel. Les intervenants doivent posséder des connaissances en éthologie, afin de pouvoir lire l'animal avec lequel il travaille. Il n'est pas considéré comme un objet. Les activités sont toutes organisées en fonction
si je veux qu'ils reviennent dans l'établissement et qu'ils reviennent voir l'enfant, j'ai tout à y gagner à dire on arrête la séance pour aujourd'hui et puis on se voit la fois d'après et essayer de travailler sur ce qui s'est joué. Donc bien sûr, pas de traitement psychotrope ou de dressage agressif pour le rendre plus docile. Et le praticien est garant du bien-être de l'animal et c'est à lui de le transmettre aux patients et aux autres professionnels avec lesquels il travaille. Voilà, vous connaissez peut-être Florence Burgard, on l'a beaucoup entendu parler ces derniers temps, elle est philosophe, elle a beaucoup parlé autour du statut juridique de l'animal. Et elle dit que les animaux qui aident les humains devraient être choisis en raison de leur être d'animal, de leur singularité et non en raison de dispositions fonctionnelles. Car à ce compte, une machine bien conçue d'une part, une aide rémunérée d'autre part, seront bien plus utiles et bien plus conformes aux attentes. Elle poursuit, c'est donc une singularité qui devrait être recherchée, une relation dans ce qu'elle a de bien à elle. La relation avec les animaux n'est pas une sous-relation, une faute de mieux, un pyramide. Donc, voilà, enfin, c'est tout à fait... moi, ma pratique a beaucoup évolué dans le sens où moi, il y a quelques temps, je parlais d'animal outil. C'est-à-dire que pour moi, l'animal était juste un support de projection, un support de fantasme, voilà. Et que je ne prenais pas assez en compte l'intérêt de l'animal, que l'animal est aussi un être singulier. Il avait un intérêt ou pas pour la situation, un intérêt ou pas pour l'individu, qu'il avait un libre arbitre, qu'il pouvait faire ses choix, qu'il était libre d'interaction. Et en fait, ma pratique et ma réflexion a beaucoup évolué. Et depuis, je trouve que dans mon travail, ça se ressent. Et ma pratique est différente. Et je crois que les pratiques des professionnels en médiation animale sont différentes en fonction de la représentation qu'ils ont aussi de l'animal. Peut-être que d'un psychologue à l'autre, la pratique sera différente par rapport à la représentation qu'il va avoir de l'animal. Moi, je le considère vraiment comme un être singulier, un être en relation. Parce que je vais travailler sur la relation. Et à mon sens, ce qui est thérapeutique, c'est la relation. Voilà. Donc, si je ne le considère pas comme un être en relation, comment je fais mon travail? Les deux principes fondamentaux, le respect des êtres humains et des animaux impliqués et notre responsabilité à leur égard, doivent être les principes fondamentaux de cette pratique. Je passe rapidement ce que je veux dire, mais vous puissiez voir. Je crois qu'on n'aura pas le temps pour les filles. C'est quelle heure? C'est 9h. Ah, il est 9h. C'est dommage qu'on puisse pas voir un extrait. On essaiera de l'acquérir à la médiathèque. C'est long, on ne pourra pas se le passer. On en a parlé, donc j'ai pas besoin de l'inventer. Est-ce qu'on peut regarder peut-être un premier chapitre Oui, un minimum. Alors, il y a soit quelque chose avec le père Guy Gilbert, les jeunes en difficulté, soit il y a en maison de retraite avec des chiens anti-chiens, auprès d'enfants autistes. Qu'est-ce que vous semble le plus... Parce que j'ai mes... Ah, donc ça, vous pouvez choisir le chapitre comme ça. Alors voilà, il y a la bergerie de Faucon, le père de Gilbert, l'Institut médico-éducatif, donc avec des enfants déficients intellectuels, maison de retraite, le centre estime où on a des adultes avec de l'autisme, du polyhandicap, et après un centre équestre qui reçoit aussi un public plutôt, je ne sais plus si c'est adulte ou enfant, enfin porteur de handicap. Les enfants un peu... IME, oui, IME, c'est Institut médico-éducatif. C'est-à-dire combien de temps?
supercherie du Alexandre, viens avec moi. Voilà, Alexandre, il va le ramener le. Alexandre, voilà. Tiens, je t'aide. Comme ça. Allez, viens voir. Allez, ramène aux enfants. Hein? Voilà, regardez. Hop. Je ne veux pas toucher. Je ne peux pas faire trop de la bouche. Ah oui, il est bon. Si vous ne taisez pas, vous allez sortir. Voilà. Vous faites du bruit. C'est super. Je vais dire, viens avec moi, on va y aller à deux. Tiens, on va la laisser tourner. Regardez, elle va boire. Vous allez tourner. Voilà. Chut, taisez-vous. Arrête-toi. On lui colle. Voilà. Voilà. Reste là. Lumière. Aussi fort que ces jeunes enfants également qu'on regarde sur le handicap. Vous voyez, quand des petits jeunes d'école maternelle se font guider par un jeune dit handicapé, déficient, je pense que déjà tout petit, ça leur donne un autre regard. Et ça me paraît important. Les agneaux, et attends. C'est bon? C'est bon, j'en suis, François. Laisse les. Moi, j'en ai pas assez. J'ai pas fait moi. Alors qu'est-ce qu'on va mettre maintenant? L'eau froide. On remue, on mélanger. Et là maintenant en remuant, ça va mélanger la poudre avec l'eau. Et ça. Et de l'eau plus de la poudre de lait, ça donne du lait. Toi, tu vas sûr? Je vais faire. C'est bon? Oui. Bon bah Tom il va faire le dernier. Mets de l'eau. Qui a le biberon à l'aide? Et là le biberon tu le mettras dans l'eau chaude là. Tiens, allez Ayou, prends le seau. Voilà. Allez, moi je donne aux agneaux. Non. L'immédiation, l'animal apporte du plaisir dans l'instant, éventuellement. Mais si on veut que ce soit thérapeutique, il faut qu'il y ait une élaboration et une reprise par le professionnel. Sinon, on en reste au plaisir, à être dans l'expérience, l'expression. Alors ça peut être très positif et très intéressant, mais on n'est pas forcément là dans le thérapeutique ou dans une aide qui va aider à se construire et donc des bénéfices sur un terme plus long. Tu veux? Alors, moi je prends le pied, toi tu grattes, d'accord? C'est sur les côtés, sur ce côté-là et sur ce côté-là. Tu dis bravo, toi Tiffany? T'as vu, elle le fait bien, Pauline, hein? Voilà. Là, regarde dans le coin là. Monte. Oui, super. 2 points fondamentaux à travailler avec Pauline, c'est son aisance corporelle, qu'elle puisse être à l'aise, qu'elle ne soit pas douloureuse à cheval et qu'elle arrive à nous dire je veux, je ne veux pas, je peux, je peux pas, je suis bien, je suis pas bien. Super. Allez, passe ta jambe. Allez, je t'attends là. Youpi, super. Très bien, tu t'assieds correctement. Assieds-toi sur tes fesses. Non. Non quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Où est-ce qu'elle t'a fait mal? Non, là où tu es assise, est-ce que ça va mieux? Aujourd'hui? Oh, on est mieux. Bon, allez, tu lui demandes d'avancer, Indiana? On va penser. Allez, demande-lui, toi. Oui, avec ton corps. Voilà, super. Mettre cet enfant en relation avec l'animal, au bout du compte, et avec ce qui se joue au niveau de la relation établie avec l'animal, nous donne, nous, professionnels, un autre regard sur cet enfant que l'on voyait tellement en difficulté, et nous étions tellement démunis par rapport à ce qu'on pouvait lui proposer à un niveau éducatif,
là ça se fait tout seul. Et forcément, on a un autre regard par rapport à cet enfant. Puisque au moins quelque chose de positif s'établit, au moins on peut rebondir dessus en tant que professionnel et étendre ces prises en charge pour que l'enfant, quelque part à un instant donné, puisse avoir un instant de bien-être et renvoyer à l'éducateur que on n'est pas nous-mêmes complètement impuissants par rapport à cette pathologie et on peut s'aider de l'animal pour que l'enfant arrive à être bien quelque part et à d'autres moments. Quand tu es prête pour faire avancer Indiana, tu me le dis. C'est toi qui décides le moment où on est prête. Les jambes y vont déjà, on est parti. Emmène Indiana, tu as la corde dans les mains. Ouais, super! Et on va lui demander de s'arrêter à Indiana. Là. Super, Pauline. Est-ce que tu te sens bien? Viens me toucher la main. Penche-toi, encore. Vas-y. Super, ma belle. Est-ce que tu peux lâcher une main? Viens mettre ta main dans la mienne. Non, tiens, l'autre main. Tiens-moi, moi je suis là, je peux te tenir. Et l'autre? On se croise. Super, si tu veux, on se croise. On peut rester comme ça. Là, moi je te sens très tendue. Pauline, dans mes mains, je te sens très tendue. Détends-toi un petit peu. Super, ben ouais. Parce que là, tu ne fais plus mal du tout. Quand tu étais très tendue, ça me faisait mal à la main. Là, c'est génial. Ah, les bénéfices sont énormes, hein, je crois, mais de tous ordres. Hein. Donc, se confronter à une réalité approchée, ne plus avoir peur des animaux, se confronter aussi à une communication avec eux, de faire une activité qui avait lien avec la vie, avec la nature. C'était pas une activité plaquée, éducative, comme on va dire. C'était une activité vivante. Alors actuellement, en début de matinée, les premières choses sont les soins aux animaux. Adrien a de grandes difficultés de communication, une grande introversion. Et il est observé qu'au contact des animaux, il verbalise beaucoup plus. Comment? Bebop, oui, vas-y, bebop. Bebop. Voilà. Celui que tu préfères? Oui. Pourquoi tu l'aimes bien? Tu aimes bien lui donner à manger? Alors c'est pour qui, Adrien? Orange. Tu veux commencer par Orange? Nous avons vu beaucoup le développement de l'autonomie, certainement lié à la motivation. C'est ce qu'on a pu observer. Et un jeune comme Paul, en 2 ans, est en capacité quasiment de me seconder si je ne suis pas là. Voilà un autre aspect de la relation avec les animaux, c'est la connaissance. La prise de connaissance pour les jeunes de leurs limites. Le bélier, c'est pas un animal qui peut avoir des attitudes un petit peu agressives. Bon, bien que nos animaux ne le sont pas. Alors là, Paul, c'est un petit peu dangereux ce que tu fais. Hein? Parce que tu sais qu'il est le bélier, c'est pas un petit agneau, il est très fort. Donc tu fais quand même attention. Comment on fait là? Pour qu'il soit sage, comment on fait, Galopin? Cool. Ah, il peut donner des coups de boule, oui. Il faut faire attention. Hein? Il faut qu'on l'assoie comme ça. Laisse-moi faire. Voilà, toi, ce qu'il est lourd. Hop, voilà. Et là, après, là, il ne bouge plus. Qu'est-ce qu'on lui fait? Des fois, on lui coupe. Et puis, qu'est-ce qu'on fait aussi avec la laine? On touche laine. On tombe. Donc, les enfants participent à ces activités. Tailler les ongles, tondre les boutons. Et ils voient les choses en situation réelle. Ce qui leur permet de faire des croisements après dans la vie quotidienne de ce qu'ils peuvent voir. Mais en même temps, il y a un apprentissage qui se fait dans la relation. C'est-à-dire qu'on va commencer par exemple avec des moutons, les moutons sont peureux. L'enfant qui aura envie d'aller se saisir d'un mouton pour le caresser, elle va certes lui expliquer, en sachant que parfois il va pas forcément comprendre, pour certains ne comprennent pas par l'oralisation, mais par la mise en acte, il va être confronté
justement à cette réalité, d'adapter son comportement pour approcher un humain. Idem avec un autre animal. Salut, tu m'aides? Allez, tu m'aides? Allez, prends-le un peu. Prends-le. Hop. Non, n'aie pas peur. Viens, c'est comme ça. Fais tes bras comme ça. Allez, doucement, regarde. Bec, mets la main là. On fait tous les deux. 1, 2, 3. Allez, on le fait ensemble. Voilà. Tiens. Voilà. Et après, tu lui fermes. Salut, doucement. Allez, attends. Parce que moi, j'ai tout le lourd aussi. Caresse. Voilà. Caresse. Voilà. Oh, il a faim. Tu entends, il a faim. Allez, vas-y. Allez. Vas-y. Derrière tout ça, l'enfant va comprendre que la communication, la relation à l'autre, passe par des codes. Tu vas montrer à Salim, s'il te plaît, Paul, comment on donne la gamelle à Roxane. Allez. Là. Oui, ça c'est fait. Et maintenant? D'accord. Alors, bah vas-y. Dehors. Allez, dehors. On observe des améliorations sensibles des relations entre les jeunes, entre les éducateurs aussi, parce que c'est important au quotidien. On peut légitimement penser que ces comportements ont été acquis grâce à l'expérience humaine des animaux. Attends. Si. Là, attends. Là. J'aime bien les moser. Les caresses. Je ne suis plus l'individu, je suis adolescent, lourdement handicapé comme les adolescents handicapés, je ne suis plus l'individu qu'on doit 100% prendre en charge. Mais je suis aussi une personne capable d'assurer la charge d'autres vivants. Et c'est quand même important. L'enfant ou l'adolescent se retrouve responsable de la vie d'un autre, savoir de l'animal. C'est une énorme gratification, cette responsabilité. La présence de l'animal permet à l'adolescent d'exprimer des émotions, des affects et de l'affection notamment, ce qui ne peut pas être, quand dirais-je, déversé entre guillemets sur un autre jeune ou sur un adulte. L'adolescent peut se le permettre avec l'animal. Les personnes qui veulent emprunter des livres qui sont là viennent me voir pour que je marque leur numéro de marqueur et le numéro des livres.
Je m'appelle Mélière. Alors, attendez. Voilà. Mais vous ne la voyez pas, il est clair, parce que là, c'est la première conférencière. Voilà, je veux dire. D'accord, parce que vous l'avez avec plus que moi. Oui, je vais la voir maintenant. Je vais la voir. Et ça, oui. Bonne soirée, mesdames. Au plaisir. On est de revue comme l'autre. Moi, je suis des tailles.